Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TLT. Bonsoir Sophie. Bonsoir Marie. Dans l'actualité de ce jeudi 12 décembre, une grosse journée de mobilisation sociale et de nombreuses manifestations à Toulouse, notamment chez les cheminots et les postiers. Le 11e 6K ouvre ses portes aux gourmets jusqu'à dimanche et nous terminerons avec de la musique et les ateliers découvertes d'Alors Chante à Montauban. Et on commence avec les mouvements sociaux. Et oui Marie, depuis mercredi soir, les cheminots sont en grève. Ils protestent contre la réforme ferroviaire. Ce matin, vous le voyez sur ces images, une manifestation est partie du siège régional de la SNCF jusqu'à la préfecture où ils ont ensuite rejoint un rassemblement à l'appel de la CGT. D'après la direction de la SNCF, 60% de l'offre TGV a été maintenue, entre 25 et 30% de la circulation TER a été assurée. La plupart étant remplacés par des bus, le mouvement soutenu par la quasi-totalité des syndicats, à l'exception de la CFDT, devrait se poursuivre jusqu'à vendredi matin. Pascal Soler. Un éclatement de la SNCF, voilà ce que craignent les cheminots du projet de réforme ferroviaire engagé par l'État et le président de la SNCF, Guillaume Pépi. Pour stabiliser la dette du système ferroviaire qui s'élève à 40 milliards d'euros, dont 32 pour RFF, Réseau Ferré de France, le gouvernement souhaite unifier au sein d'un même pôle public, la SNCF et RFF, le gestionnaire des infrastructures. La configuration prévue, à savoir 2 établissements publics chapeautés par un 3e, est loin de satisfaire les syndicats. Au vu du projet de loi, il est en train de préparer les choses pour ce qui s'est déjà fait ailleurs, France Télécom, l'énergie, pour préparer l'ouverture de la SNCF au marché. En tout cas, les parties les plus rentables. Tout ce qui est infrastructure, ça, je pense qu'on le laissera comme ils l'ont fait en Angleterre, à l'État. Et puis comme l'État va dire, nous, c'est les dépenses publiques, il faut les diminuer, le réseau va partir en déliquescence. Bien que la direction de la SNCF ait déclaré que les niveaux d'embauche resteraient très élevés en 2014, évoquant 8000 nouveaux postes pérennes, les syndicats estiment que le financement de la réforme n'est pas assuré et craignent qu'elle ne se fasse sur le dos des cheminots et au détriment de la sécurité. Vous savez, aujourd'hui, on est arrivé à un réseau qui sature totalement, où la sécurité n'est pas bien avant. C'est hyper compliqué parce qu'on remet toujours au lendemain les travaux, etc. On a vu ce qui s'est passé à Brétigny. Dernièrement, entre Montrégeau et Toulouse, il y a eu des incidents qui ne sont pas dramatiques, mais on sent bien que derrière le réseau est vieillissant et on va vers une dégradation totale du réseau ferroviaire. Vous savez, quand ce sont des gens qui mettent énormément d'argent là où ça doit rapporter, on en oublie de desservir les petits réseaux, et c'est plus du service public derrière, c'est uniquement une machine à faire du fric, quoi. Présenté en Conseil des ministres il y a 2 mois, le projet de réforme ferroviaire doit être débattu au Parlement après les municipales de 2014. Peu de courriers dans les boîtes aux lettres aujourd'hui, Marie. Oui, en effet, à l'appel de la CGT, les postiers se battent contre la casse du service public et une reconnaissance de leur travail. Ils étaient rassemblés devant le bureau de poste des Minimes en début d'après-midi. Alain Sorat a rencontré Régine Pecker du syndicat CGT. Les postiers ils sont mobilisés dans les centres de tri, principalement sur la pique de Castelnau-d'Estrétefond, parce qu'il faut savoir aujourd'hui en France, la Poste modifie complètement l'acheminement et elle ferme 10 centres de tri sur certains départements en France et tout se concentre sur la pique de Castelnau-d'Estrétefond. Alors l'activité se concentre mais sans pour autant augmenter le nombre de personnel pour arriver à écouler le trafic. D'où la colère des postiers de la pique, mais en même temps en lien avec tout ça, puisque ça a des répercussions sur l'ensemble des services de la distribution. C'est qu'aujourd'hui, les postiers ont de plus en plus de difficultés à répondre, en termes de qualité de service public, à répondre à la clientèle par rapport à leurs besoins. Le fait d'avoir l'éloignement de l'acheminement fait que le courrier met de plus en plus de temps à arriver, la poste est de moins en moins dans ce qui pourrait être réactif et amener un plus en termes de qualité de service public. Et pour être complet sur les différentes mobilisations, sachez que le personnel de la mission locale de Toulouse était aussi en grève aujourd'hui, de même que les infirmiers de l'association Santé Relais Domicile et les salariés de Sanofi qui poursuivent leur mobilisation. Et côté aéronautique, on en est où ?
Eh bien, les bureaux d'études des sous-traitants d'Airbus sont très inquiets. Rappelons que lundi, le patron de ADS, Tom Enders, a annoncé la suppression de près de 5000 postes dans le groupe d'ici les 3 prochaines années. Les bureaux d'études devraient être parmi les premiers et les plus touchés. Alors, quel sera l'impact dans toutes ces entreprises? Eh bien, on écoute tout de suite un salarié d'Altran et de Sogeti High-Tech. Ça veut dire plus de turnover, ça veut dire effectivement des personnes qu'on va remercier plus rapidement pour des questions de charge. Plus de CDD, voilà. Concrètement, c'est ça. Et puis plus de souffrance au travail. Des gens qui vont être ceux qui partent, ça veut dire plus de surcharge pour ceux qui restent, même si la charge diminue, elle diminue lentement. Et donc au jour d'aujourd'hui, il y a du travail. Quand je suis arrivé à Toulouse, ce qu'on observait, c'était des cycles de décision plus lents. Donc on avait le temps d'anticiper et de s'organiser. Au jour d'aujourd'hui, les choses arrivent très abruptement et on est obligé de réagir très rapidement. Mais ça, c'est pas possible humainement. Donc derrière, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'en dégradant les conditions de travail, tout porte à croire que c'est fait pour faire partir les gens. Et c'est ce qu'on observe nous tous les jours. De toute façon, on le sait, l'innovation d'aujourd'hui, c'est les emplois de demain. Donc si on ne se prépare pas aujourd'hui à l'après-production à plein qui est en ce moment, on va tuer la filière aéronautique en France et à Toulouse. Voilà, Magazine Aerospace enregistré cet après-midi à voir demain soir sur TLT. Et on passe au fait divers, ce fait divers que nous apprend la dépêche du midi. Un homme handicapé a été retrouvé égorgé à son domicile, quartier Borderouge. Son identité n'a pas été révélée. Ce sont ses voisines, intriguées par la porte restée entrouverte, qui l'ont trouvé. Pour l'heure, la police n'a pas donné de précision. On change de registre et on passe à la politique avec les écologistes. Les militants d'Europe Écologie Les Verts poursuivent leur préparation au municipal 2014 à Toulouse. Oui, Marie, et je vous rappelle que les écologistes souhaitent présenter une liste autonome au premier tour. Et pour cela, les Verts étudient les alliances possibles et élaborent aussi peu à peu leur programme avec un objectif principal, faire 10% au premier tour et surtout passer devant le Front National. Sujet Jean-Marc Lucas. La liste écologiste pour les municipales 2014 à Toulouse ne sera pas présentée avant le mois de janvier. Pour l'instant, Europe Écologie Les Verts travaille à d'éventuelles alliances qui devraient être entérinées en Assemblée Générale le 18 décembre. On ne dit pas comme certains, ralliez-vous derrière, on dit ralliez-vous autour. Les convergences, ce sont des convergences et de forme et de fond. Avec le Parti Pirate, effectivement, la façon de faire vivre la démocratie, nous avons beaucoup de points communs. On a déjà souvent ouvert notre liste ou nos listes au Parti Occitan. Ils ont la même vision européenne que Europe Écologie et le même respect des cultures régionales et des langues régionales. Avec le Front de gauche, on a acté un certain nombre de choses, par exemple les positions vis-à-vis du service public, vis-à-vis de l'accès à des services minimums. Là-dessus, on parle d'une même voix. Par contre, il y a d'autres points sur lesquels nous devons encore discuter, qui font un peu plus clivage sur la gestion des priorités. Quand par exemple, ils portent la gratuité des transports et que nous, il nous semble pour l'instant, d'après les premiers contacts qu'on a eus avec les Toulousains dans le cadre de l'éco-citoyen, que ce n'est pas la priorité pour les Toulousains. La priorité, c'est un réseau bien maillé. Quant à sa position au second tour des municipales, Europe Écologie Les Verts a déjà la réponse. Europe Écologie se présente pour porter un projet écologique et à gauche. Donc bien évidemment, notre projet est de bâtir une alliance de deuxième tour avec la gauche et cela se fera en fonction de ce que décideront les électeurs quand ils mettront leur bulletin dans les urnes. Peu à peu, le programme se dessine. Europe Écologie Les Verts poursuit sa démarche de co-construction citoyenne avec un but ouvertement affiché de battre le Front National. Reste la question du local de campagne. Nous avons eu une réflexion pour savoir s'il était d'abord possible d'avoir un local de campagne. Notre compte de campagne est extrêmement serré. Nous sommes un petit parti. On est en train de réfléchir pour le début d'année à quelque chose qui serait plus en phase avec la façon dont nous voulons porter notre projet, c'est-à-dire aller au-devant des Toulousains dans les différents quartiers et sur tout le territoire de la ville. On imagine tout, vous avez raison, une caravane, un bus, un camion. Et moi qui suis une adepte du vélo, j'ai aussi évoqué avec les candidats de la liste, pourquoi pas quelque chose qui utiliserait l'énergie musculaire. Tandis que chacun fourbit ses armes pour la course à la mairie, la vie municipale se poursuit. Le dernier conseil de l'année se tiendra vendredi 13 décembre. Europe Écologie Les Verts s'est déjà engagé à voter le budget de fin de mandature afin d'assurer la continuité de la collectivité.
Voilà, il s'agissait bien de votre douce voix, Marie, que nous avons entendue dans ce sujet, et non pas celle de Jean-Marc Lucas. Les papilles sont en fait direction le CISCA, le salon de la qualité alimentaire. Une erreur, qui a Sophie, ouvert on passe d'abord au tram. Ah, autant pour moi, Marie. Je n'ai pas Il y a un mois, le l'ordre. tram roulé pour la première fois depuis. Il se fait les roues chaque jour avant sa mise en service, prévue le 20 décembre. La ligne Garonne prolongera la ligne T1 au sud de la ville. Jean-Marc Lucas, cette fois c'est bien lui, était à son bord et ce sont ses images. Donc on part au CISCA, cette fois, parc des expositions, Sophie. On va y arriver avec des papilles en fait. Oui, direction CISCA, le salon de la qualité alimentaire. Il a ouvert ce matin au parc des expositions de Toulouse. Il se poursuit jusqu'à dimanche 15 décembre, c'est ça, il n'y a pas d'erreur. C'est ça, cette fois tout est bon. De la production à la dégustation, Midi-Pyrénées a fait de la gastronomie un de ses atouts majeurs. Pour cette 11e édition, il sera question de sécurité alimentaire et du moral des agriculteurs. Marlène Canal. Inauguration du CISCA au pas de course ce matin, et pour cause, avec ses 4 espaces occupant le parc des expositions, le salon est le plus grand marché de Midi-Pyrénées, la plus grande vitrine des 200 produits de qualité de la région. Suite à la crise alimentaire liée à la viande de cheval, un colloque sur la sécurité alimentaire a été organisé pour cette 11e édition. Des questions bien présentes sur les différents stands. Ici, dans le hall 3, où on est tous des producteurs, c'est affiché partout, oui, c'est important. On est capable de tracer nos produits maintenant comme n'importe quelle grande unité. Ça nous prend d'ailleurs un sacré temps de travail. Bon, ils ont un producteur en face d'eux, ils le savent, mais il faut encore rassurer. Alors on parle du maïs grain qu'on se sert pour gaver. Donc on a trouvé un agriculteur sur la vallée du Lot qui nous le fait non OGM et qui nous garantit des parcelles, c'est tracé aussi. Et puis nous, derrière les canards, on a une fiche d'élevage où tous les traitements sont notés et une fiche de gavage aussi. Après, à l'abattage, tous les morceaux sont répertoriés, où est-ce qu'ils vont, en frais ou en conserve. Que ce soit frais ou en conserve, le chef étoilé Joël Robuchon a annoncé il y a quelque temps ne plus vouloir en utiliser dans sa cuisine. Quel impact ont eu ces déclarations? Et je pense qu'ils se trompent parce que les gens sont très attachés au foie gras. Nous, on fait plusieurs marchés, notamment en région parisienne et tout le monde nous demande de continuer. Donc voilà. Cette année, la région a commandé un sondage auprès des agriculteurs pour savoir notamment la perception qu'ils avaient de leur métier et puis plus globalement leur morale. Les agriculteurs, d'un point de vue général, ont perdu le contact avec le consommateur. Donc ce salon est véritablement le moment, l'instant précis où est-ce qu'ils peuvent rencontrer de nouveau les consommateurs et je crois que c'est fondamental. Ça peut leur permettre de reconquérir une part de morale qu'ils ont perdue. Parce que je le dis souvent, malheureusement, on a des agriculteurs, notamment dans les productions conventionnelles, qui n'ont jamais de rapport qu'avec ceux qui leur achètent les produits. Et généralement, ce sont des multinationales. Donc forcément, ils n'ont pas une bonne considération de leurs produits. Or, pour faire ce métier, au vu de l'engagement nécessaire, il faut quand même être passionné. Et si on perd cette passion, je crains que demain, on va perdre beaucoup d'agriculteurs. On se rend compte d'ailleurs à travers le sondage que nous avons fait, que CISCA est connu de la part des agriculteurs en Midi-Pyrénées, à hauteur de 70%, et également largement considéré. Et les agriculteurs attachent une importance particulière. Je crois qu'ils ont été 92% à nous dire qu'il fallait travailler sur la qualité et sur les circuits courts. C'est exactement ce qu'on fait à travers ce salon. Car contrairement à une idée reçue, en l'espace de 10 ans, les exploitations utilisant les circuits courts ont baissé de 8 333 en 2000, elles étaient 8 000 en 2010. Les Amis des ours vont être contents. Les associations Féru et Pays de l'Ours ont rencontré Philippe Martin, le ministre de l'écologie, au sujet de l'avenir de l'ours dans les Pyrénées. À cette occasion, le ministre a annoncé qu'un nouveau plan ours devrait être établi en 2014 afin que la France respecte ses obligations européennes. Les associations ont par ailleurs demandé au ministre 2 autorisations de lâcher d'ours pour les Pyrénées qu'elle propose de financer elle-même. On ouvre une page culture, Marie, à présent, direction Montauban, 29e édition du festival Alors Chante. Et se tiendra du 26 mai au 1er juin prochain. Gros plan sur le travail en amont de ce festival. Et en ce moment, 6 groupes sont en stage, un repérage en vue de la prochaine programmation des découvertes. Jérôme Bolloc a assisté au travail scénique. D'accord. Si tu restes comme tu es là, la guitare, on ne la voit pas complètement avant le règle. Donc ça vaut le coup. C'est rien du tout à faire, mais de laisser dégager parce que comme ça, on profite à la fois du guitariste et du chanteur.
4 jours après le début du stage, après avoir travaillé sur l'émotion dégagée par les chanteurs et sur la jubilation d'être en scène, l'heure est aux petits détails et mouvements parasites à épurer afin de rendre plus fluide la prestation des artistes. J'ai l'impression de plus jouer pareil. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir travaillé 2 ans, quoi. Et ouais, non, l'identité du personnage est plus claire pour moi. Du personnage que je suis sur scène, l'attitude à avoir, peut-être des petits tics de chant et de positionnement que j'avais qui ont été un peu corrigés. Philippe Albarré a travaillé avec Kali, Olivia Ruiz ou encore Julie Zenati. Une de ses ambitions lorsqu'il travaille sur scène, mettre en adéquation ce que veulent exprimer les artistes et ce qu'ils dégagent. Là, moi, mon travail, c'est l'artiste en scène, de faire que les émotions se propagent et de faire que l'artiste lui-même ait la puissance, qu'il ait aussi une bonne gestion de ses œuvres pour que ses œuvres soient émouvantes, et de faire que son spectacle, pris dans sa globalité, c'est-à-dire sa disposition de plateau, son ordre de titre et autres, soit le plus performant possible. Tu peux chanter dedans. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, tu peux chanter là. Vas-y là. Ouais. Dis-moi, laisse speeder. Laisse speeder. Le travail de métamorphose que fait Philippe Albarré et son équipe est assez extraordinaire. Des gens que l'on voit arriver, je dirais parfois assez brouillons ou en recherche d'identité, repartent 5 jours après avec une vraie tenue de scène, une vraie façon d'interpréter, une vraie envie de jouer. Zaz a notamment participé à cet atelier en 2009, un atelier qui lui a plutôt porté chance. Et le résultat de cet atelier sera connu demain à 18 h à l'espace des Augustins de Montauban. On termine avec de la musique et le groupe 4 Centuries, Les Chats dans les arbres, le groupe toulousain indie rock qui marche fort à l'international et qui a sorti son dernier album il y a 1 mois à peu près, était en concert hier soir à la Dynamo à Toulouse. Vous le voyez sur ces images de Jérôme Bollock, une salle comble. Je vous laisse profiter des images et du son surtout. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci Sophie. Merci Marie. Rendez-vous avec l'actualité dès demain, 19 h avec François Guinle. Très bonne soirée à tous.